Et Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Olivier d'Artigol, Caroline Pilastre. Ils ont manifesté un peu partout hier après-midi. Eux, ce sont les agriculteurs. Ils sont venus au volant de leur tracteur pour réclamer une meilleure surveillance de l'application de des lois Egalim votées en 2018 et 2021 qui visent à une meilleure répartition des revenus entre producteurs, transformateurs et distributeurs. On est en pleine période de négociation des prix avec la grande distribution, accusée de ne pas jouer le jeu. Ceci explique ces mouvements. On pense à nos agriculteurs parce qu'on les aime sur Sud Radio. On rappelle qu'ils sont soumis à une concurrence mondiale avec l'ouverture du marché européen. Entre 2016 et 2021, fin 2021, je tiens à rappeler que malheureusement, 529 agriculteurs ont mis fin à leur jour. D'où notre premier débat. Craignez-vous pour l'avenir de nos agriculteurs? Et vous êtes 94% à dire oui. Avec nous, André Villiers, député UDI de Lyon. Bonsoir André Villiers. Oui, bonsoir à tous et mes excuses pour ne pas être sur le plateau. Mais vous êtes avec nous par la pensée, on sait que vous aviez pu venir, vous seriez venu, surtout que je sais que vous défendez beaucoup les agriculteurs. Alors justement, parlons des lois Egalim. C'est comme toutes les lois, fait pour être contournées? Bah écoutez, la loi Egalim présentée par Jean-Baptiste Moreau il y a 3 ans, promulguée il y a 3 ans, laissait apparaître énormément d'espoir, puisqu'en fait le revenu agricole, c'est le sujet majeur depuis plusieurs dizaines d'années, et ce texte ambitionnait justement de régler les choses, comme vous venez de le rappeler, dans la distribution de la valeur entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et aujourd'hui, eh bien, ça fait flop, pour reprendre une expression connue. Moi, j'avais d'ailleurs à l'époque, parce que je suis paysan, hein, donc c'est un sujet que je connais bien, oui. et en particulier éleveur de charolais en Bourgogne, dans Lyon, à côté de Vézelay. Donc c'est depuis 40 ans. Donc c'est des sujets que je connais parfaitement. Et l'attente était majeure. Et finalement, la déception est à la hauteur de l'attente. Aujourd'hui, l'amélioration des prix qu'on constate en ce moment, par exemple, n'a rien à voir avec le dispositif qui a été mis en place par le texte, à tel point d'ailleurs qu'il a fallu inventer Egalim 2, hein, une autre loi dont, dont je pense 3 ans plus tard, le gouvernement a fait l'erreur de l'appeler de la même manière. Hein, c'est quand même l'aveu même de l'échec du premier texte qui montre qu'aujourd'hui, eh bien, on est passé à côté du sujet. J'avais dit à l'époque que la montagne risquait d'accoucher d'une souris, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut remettre tout ça à plat et faire en sorte que les méthodes, en tout cas, de formation des prix, fassent en sorte que ceux qui profitent du système et qui sont dans des situations monopolistiques, hein, qu'il s'agisse de la grande distribution ou de la transformation, je pense en particulier au secteur de la viande, où un seul opérateur traite 50% du marché. Comment voulez-vous, dans ces conditions, faire en sorte que les choses évoluent? Et c'est pas en inventant Egalim 2, dans Egalim 2, une contractualisation, que ça va changer grand-chose. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Françoise Degois. Oui, moi, c'est des sujets que je connais bien pour avoir travaillé à l'agriculture avec Stéphane Le Foll et Guillaume Garot, et j'ai découvert ce monde des négociations commerciales. Il faut quand même savoir ce que signifient les négociations commerciales. C'est le bras de fer, hein. Quand vous rentrez pour être référencé dans les grandes centrales d'achat, parce qu'en plus de ça, elles se sont groupées. Alors que pèse... Il y en a plus que 4. Que pèse que pèse un producteur aussi bon et aussi de qualité soit-il? Que pèse même un transformateur? Parce que vous parlez du monopole, vous parlez de Bigard, vous parlez de l'opérateur... c'est un oligopole, pas un monopole. Voilà, sur la viande. Mais il y a beaucoup de transformateurs qui font très honnêtement leur travail et qui se retrouvent eux-mêmes pris en otage par la mafia. On peut quand même le dire comme ça. Je ne comprends pas. À l'époque, je m'étais même engueulé, on s'était engueulé même avec François Hollande, président. Comment on n'arrive pas à faire bouger Michel-Édouard Leclerc? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire bouger, si vous voulez, ce monopole, cette espèce de ce bloc monolithique que représentent les centrales d'achat? Un jour, Danone s'est amusé à dire je me révolte et j'amène la révolte. Ils ont été déréférencés pendant 1 mois de l'ensemble des... Ils se sont couchés parce que si vous pourtant, il s'appelle Danone. Mais c'est pas un petit producteur local. C'est le deuxième derrière Nestlé Water. Donc, je veux dire par là que je ne comprends pas. Egalim, je ne sais pas comment vous pouvez même avoir gardé l'illusion pendant 3 ans. Dès que j'ai vu le texte Egalim, j'ai vu que c'était dilatoire en réalité. Il n'y a rien qui puisse inquiéter aujourd'hui
aujourd'hui les mafieux que représente, je le dis bien, la grande distribution qui, au nom du fait qu'ils se battent pour le pouvoir d'achat, appauvrissent des filières entières. Et André. vraiment, on les appauvrissent parce qu'on appauvrit le transformateur qui lui-même appauvrit le paysan. Voilà. André Vous savez, Villiers. moi, je voudrais vous dire, le grand drame de l'agriculture, au cours des quelques dizaines d'années qu'on vient de vivre, c'est d'avoir complètement méconnu la fonction de commercialisation. On leur a dit, ça a été le pétrole vert de la France, on leur a dit, mettez-vous en marche pour produire. Ils ont produit, et ils ont tellement bien produit d'ailleurs qu'aujourd'hui on leur dit qu'ils ont trop bien travaillé et qu'il faut réformer le système, mais ils ont laissé la fonction de commercialisation à ceux qui s'en sont emparés et qui ont concentré, comme vous venez de le dire, Madame de Gois, eh bien, les moyens dans quelques C'est ça, mains. exactement. Et c'est insupportable parce que on a l'impression que c'est exactement, vous savez, c'est comme quand vous gouvernez, l'homme le plus puissant, c'est le directeur général du Trésor, vous savez, en France. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en Allemagne, parce qu'à un moment donné, vous avez une muraille. Eh bien, le patron, le boss général, c'est les patrons de ces centrales d'achat, et en réalité, qui font la pluie et le beau temps. Et Egalim n'a rien changé. Absolument rien. Moi, je pense qu'il faudrait inventer une loi antitrust, quelque chose qui s'apparente à ça, pour casser le système à travers des outils, et en particulier la fiscalité, hein, qui pourrait être un atout considérable dans le dispositif. C'est vrai. Mais ça, il faut avoir le courage politique de le faire. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que personne ne Attendez. veut emmerder Michel-Édouard Leclerc. Si on se le met tranquillement, si on se le dit Olivier- tranquillement, il y a ça. Olivier d'Artigol. Les processus ont bien été décrits et au final, la question est celle de la dignité de la vie des paysans, de la reconnaissance de leur travail, de leur utilité sociale. C'est aussi une question de santé publique. Moi, j'ai participé souvent chaque année à des ventes solidaires. Ça veut dire quoi? C'est que des paysans partaient du Lot-et-Garonne très tôt le matin et arrivaient sur Paris avec ces fruits magnifiques cueillis la veille, et on voyait des populations de l'Île-de-France regarder ces produits auxquels ils ne peuvent plus accéder, qu'on dit les 5 fruits et légumes, etc. Donc c'est aussi une question de santé publique. Ils demandent le prix rémunérateur. Ils ne demandent pas des masses et des cents. Ils ne demandent pas à rouler en Ils demandent Ferrari. le prix rémunérateur, ils demandent des retraites dignes. Nous n'y sommes toujours pas, malgré la pugnacité d'un parlementaire, j'ai plaisir à citer son nom, André Chassaigne, qui a permis une bien sûr, revalorisation, oui, député qui a permis communiste une du Puy-de-Dôme. revalorisation récente Qui a du été minimum voté des à retraites. l'unanimité, d'ailleurs, son Oui, à l'unanimité. Donc Voilà, c'était voilà ça a été quel- un beau moment parlementaire. Oui. Ouais. Et ça demande donc je suis d'accord avec Françoise, à aller vers le rapport de force. Egalim, il y a eu beaucoup de communication. Il y en a encore sur la réforme de la PAC qui continue à nourrir une spirale qui n'est pas acceptable. Et comme vous l'avez dit, ça peut conduire au pire. Ça peut conduire des personnes au bout d'une corde. Et là aussi, 529 suicides entre 2016 et 2021 chez les agriculteurs. J'ai une petite pensée pour un paysan que j'ai vu la semaine dernière et qui me disait, Olivier, la grande coopérative, je ne donnerai pas son nom, ne prendra plus mon lait, je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là, ça Et fait donc, mal, heureusement, ça fait son fils a fait une unité de méthanisation. Oui. Ouais. Donc, il se projette là-dessus. Mais le père me disait, mais moi, mon métier de base, c'est faire du bon lait et le commercialiser. Alors il y a des alternatives dans les territoires, hein. Des circuits courts pour aller vers justement Directement vers le producteur. les maisons de retraite parce que tout ne va mais pas c'est mal, des- vers ça reste- vers la restauration ça reste- scolaire, avec ça reste aussi des des marchés unités de niche quand même, hein. de transformation sur des territoires. Ils mettent tous les acteurs ensemble et ça peut faire un cercle vertueux. Oui, mais c'est André petit, Villiers. c'est C'est petit. petit, oui. André Villiers. Oui. Oui, pour répondre à Olivier d'Artigol. Non, mais alors, effectivement, mais ce sont des marchés de niche. Tous les sûr. départements, tous les territoires essayent de s'organiser pour répondre à la commande publique, hein, qu'il s'agisse des collèges, des maisons de retraite, des hôpitaux, etc. Ils y parviennent. Il y a des cahiers des charges qui se mettent en place, etc. Mais tout ça reste quand même des petites initiatives. Moi, il y a deux sujets au fond, hein, aujourd'hui, qui sont des sujets majeurs. Le revenu dont on est en train de parler, et puis la pyramide des âges du monde paysan. Dans les 5 ans qui viennent, la moitié va partir à la retraite. Ça veut dire que on est face là à un enjeu qui est celui de
l'aménagement du territoire, de l'occupation du territoire dans des zones intermédiaires. Moi, j'habite la Bourgogne, comme je vous l'ai dit en commençant, Lyon. Ce sont des territoires qu'on appelle, qui sont traversés par la diagonale du vide. Si le nombre de paysans disparaît dans ces territoires-là, ce ne sera pas la peine d'inventer des idées de leur développement. Je crois que il faut remettre l'agriculteur comme l'opérateur, comme l'acteur principal de l'aménagement du territoire. Il entretient la nature. Il y a une région naturelle chez nous qui s'appelle le Morvan, dont vous avez entendu parler. Qui fait un excellent jambon d'ailleurs, le jambon du Morvan. Absolument. Vous savez, on a quelques éléments majeurs dans notre territoire. Je vous ai parlé de Vézelay, on a le Morvan, on a Chablis, on a plein de bonnes choses. Mais le Morvan, c'est 50% d'herbage et 50% de forêt. Non, les 50% de la forêt, c'est la moitié de feuillus, la moitié de résineux. La déprise agricole aujourd'hui va faire que les parcelles en pré les moins accessibles vont repartir à la friche et repartir à la forêt. C'est ça qui va se passer dans le territoire. Ce sont des paysages entiers qui vont se refermer et après, on va inventer des solutions pour pouvoir reconquérir les espaces. Caroline Pilastre. Oui, total soutien à nos agriculteurs qui sont acculés. Ils travaillent en moyenne 14 heures par jour en étant sous le seuil de pauvreté. Et c'est vrai qu'ils se plaignent, et pour cause, ils en ont ras-le-bol de la hausse des charges, de l'augmentation des contraintes administratives. Il faut revoir évidemment les traités aussi avec l'Union européenne, qui les met souvent à mal, plus tout ce qu'on a dit sur les traités de libre-échange, avec le Mercosur notamment, ou avec le Canada, le CETA. Oui, et puis tout ce qui a trait à la grande distribution, qui est un scandale. Mais ce sont des gens qui sont acculés, qui se suicident. Moi, j'ai une pensée pour tous ces agriculteurs. Enfin, je veux dire, c'est pas normal d'en arriver là, à l'heure actuelle, dans ces conditions, de travail, quoi. Donc, que dire de plus ? Voilà, moi, je voudrais tout aplanir une fois de plus, parce que je trouve que depuis des années, on parle une fois encore de ces sujets, sans trouver des réelles solutions pour ces personnes qui sont au bout du rouleau. Juste une petite précision, pardon. Merci Philippe de me donner la parole. Quand André parle, monsieur le député, vous parlez de la diagonale du vide, c'est vrai, cette diagonale qui passe notamment par la Creuse, qui passe également par Châteauroux, enfin toutes ces régions-là, et où effectivement maintenant vous avez les terres arables qui sont rachetées par des Chinois. Je ne fais pas de racisme anti-chinois parce que ça crée de la valeur, parce que ils rachètent du blé, ils font même de la transformation sur place. Oui. Donc vraiment, notamment, je pense. Et ils emmènent nos plus beaux chênes en ce moment. Peut-être, mais non, mais j'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand vous parliez de la disparition, vous avez des dizaines, des milliers d'hectares qui sont laissés complètement à jachère. Et effectivement, les Chinois, mais pas simplement, vous savez que les plus grands investisseurs, ceux qui achètent le plus de terres en France, figurez-vous, sont les Belges. Moi, je l'ignorais. Oui, absolument. Eh bien, parce que ont besoin de terres arables. Et voilà, donc ça veut dire aussi que on peut envisager des coopérations internationales. Si vous créez de la valeur, c'est-à-dire que si des Chinois rachètent pour faire pousser du blé et font de la transformation pour vendre des baguettes, ce qui est le cas notamment je pense à une ferme, si vous voulez, dans la Creuse justement, pour vendre de la baguette à Pékin. Je pense que c'est aussi un gentleman agreement entre le local et l'international qui peut aussi fonctionner. Il ne faut pas le rejeter en biais comme ça. On part au 0826 300 300. Bonsoir Arnaud. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous vos invités. Et vous voulez réagir sur les agriculteurs, je rappelle notre question, craignez-vous pour l'avenir de nos agriculteurs ? Oui, bien sûr. Même Madame de Gois a parfaitement décrit le mécanisme des succursales d'achat, des grands centres d'achat. Tout à fait. Il faut bien comprendre, si on étend ce modèle-là à un système beaucoup plus vaste, à un système international, c'est exactement ce qui se passe entre l'Union européenne et le reste du monde. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est une grande centrale d'achat qui va négocier, comme vous l'avez dit, via le Mercosur, via le TAFTA, via le CETA, avec des entités externes qui introduisent des produits fabriqués dans des pays étrangers avec des normes sanitaires complètement différentes des nôtres et beaucoup moins drastiques, et qui donc importent des produits moins chers et qui mettent directement nos agriculteurs en difficulté. C'est exactement ce que l'on trouve dans le système des grands supermarchés. Il faut être clair
Faut être très clair. Notamment sur le poulet. Je crois que c'est 40 Notamment le sur poulet le brésilien. poulet, sur le porc, sur l'agneau, sur tout ce qu'on veut. Le poulet, Que ça on ne peut soit pas, dans le domaine- lutter contre le prix du poulet brésilien, alors qu'on est des Absolument, producteurs. alors C'est qu'on a- incroyable. Absolument. Ben oui, mais il faut bien comprendre que le modèle que vous avez décrit, Madame de Gois, des centrales d'achat, est exactement le même en ce qui concerne l'Union européenne. Oui. Et l'abaissement des droits de douane favorise complètement ceci, puisqu'on ne peut plus effectuer du protectionnisme alimentaire, du protectionnisme agricole Et donc, ça environnemental, met parce que et environnemental. quand tout à l'agneau fait. il vient de Nouvelle-Zélande qui fait 20 000 Absolument. km de bateau, c'est pas Absolument, très. tout à fait. Écolo. Tout à Ça fait. va, pas être, très écolo. ça va être très sympa quand les Américains vont nous refiler leur gaz de schiste aussi sur le plan Oui. écologique. Alors, Ah, ça va bravo, être très c'est bien. super. Alors Arnaud, merci beaucoup. On va Merci, faire Arnaud. réagir Il pour a avoir l'air le de mot de la connaître, fin. Arnaud, c'est bien. André Ouais. Villiers, Ouais. député UDI-Lyon, qui est agriculteur. Ce que dit Arnaud, ça s'entend, ça n'a pas de sens. Je crois que c'est 40% du poulet consommé maintenant en France qui est brésilien, c'est ça? Brésilien, en plus Ou de alors ça, maintenant l'agneau qui vient. Moi j'ai la chance de pouvoir m'acheter de l'agneau français et je le dis, je n'achète jamais d'agneau néo-zélandais, mais toujours de l'agneau français, que ce soit du Quercy, du Limousin, du Pays Toy, etc. Et est-ce que on est très sympathique en France, nos politiques adorent les agriculteurs, mais quand ils signent des traités de libre-échange avec le Mercosur, est-ce qu'on leur plante pas un couteau dans le dos, comme le disait Arnaud? Non, mais c'est clair, d'autant plus que les produits qui sont fabriqués outre-Atlantique, par exemple, dont vous parlez, j'ai pensé à l'Atlantique du Canada, par exemple. On va pas stigmatiser nos cousins canadiens, mais est placé sur des niveaux de concurrence qui font que les Français se font tailler les croupières avec la lentille du puits. Voilà. Et sur tous les produits, c'est la même chose. Donc il faut arrêter. Et ça, c'est le consommateur, à mon avis, qui peut moraliser. Et il faut boycotter ces produits-là, hein, parce que leur origine, leur provenance, elle apparaît, même s'il faut parfois la chercher, et faire en sorte que, ces produits-là soient boycottés au bénéfice de la préférence nationale. Vous savez, on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire française. Et là, on a une occasion, en tout cas, de l'exercer à travers la préférence nationale. Je vais prendre un exemple qui est celui, parce que je le connais bien, c'est celui de la production bovine. Il y a de moins en moins de production bovine en France, que ce soit la viande ou le lait d'ailleurs. Hein. Et on voit mécaniquement d'ailleurs les prix augmenter, mais on manque de jeunes bovins dans l'Hexagone, ainsi que sur l'ensemble du marché européen, et ça renchérit leur prix actuellement. Les broutards se vendent bien, comme ils ne se sont jamais vendus en ce moment, Vrai. mais c'est pas grâce à des efforts gouvernementaux ou européens. Hein, c'est une situation, physique de l'évolution du cheptel français qui fait qu'aujourd'hui on va manquer d'un certain nombre de produits. Mais Aubrac, c'est vraiment une merveille. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du bœuf canadien ou argentin. Quand tu évoques ton réseau d'amitié, amical, c'est souvent lié à une production. Je sais pas pourquoi, c'est explique. La bonne bouffe. Mais c'est vrai, je les salue. Le premier débat, craignez-vous pour l'avenir de nos agriculteurs? Vous êtes 94,9% à dire oui. Merci encore à André Villiers, député UDI de Lyon. Ça vous dit la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Avec plaisir. Eh ben, c'est tout de suite. Sud Radio.